Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de continuer nos leçons sur la logique et pour ça, de visualiser à quoi correspond donc la dernier type de logique après la logique combinatoire, la logique séquentielle. Ça va se recouper en une présentation avec une machine de ce qu'est la logique séquentielle en industrie et puis ensuite on va parler de quelques définitions de technologie et de l'un des diagrammes 6ML qui va nous servir le plus dans ce cadre-là, qui correspond au diagramme d'état. Et enfin, nous terminerons par une application, donc une utilisation de ce diagramme d'état à travers ce qu'on va appeler donc le chronogramme, qu'on a déjà vu en logique combinatoire, mais qui est surtout utilisé en logique séquentielle. Alors, finalement, c'est quoi la logique séquentielle ? Voyons cette petite vidéo donc sortie de l'industrie, SICK étant une entreprise qui vend des capteurs. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? On a ici une modélisation d'une chaîne d'empaquetage de bouteilles de lait. L'objectif étant de faire des palettes. Et vous voyez que finalement le robot jaune, qui est composé de deux moteurs qui lui permettent de faire un va-et-vient soit horizontal soit vertical, ce robot fait toujours le même type de mouvement, des allers-retours horizontales et des allers-retours verticales. Particularité, les allers-retours verticales sont plus ou moins hauts en fonction de la hauteur de palette de lait. Finalement, le fait que la machine fasse toujours le même type de mouvement, c'est ça qui va générer le fait de dire qu'on est en logique séquentielle. La machine fait une séquence. Donc un système à logique séquentielle est un système dont l'évolution dépend à la fois des variables d'entrée et du temps. C'est-à-dire qu'elle évolue en fonction du fait qu'on était dans un état particulier avant. L'information sur le passé du système est donnée par des variables, souvent gérées en logique combinatoire, donc on fait un lien directement avec le chapitre précédent, des variables internes au système séquentiel. L'une des applications de la logique séquentielle simple à visualiser, c'est le feu rouge. On s'attend toujours à visualiser la même séquence. Le feu est vert, le feu est orange, le feu est rouge. Si, dans notre séquence, un piéton vient appuyer sur un bouton pour demander le passage, la séquence sera raccourcie, mais sera toujours la même. Le feu au vert, le feu orange, le feu rouge. Alors, quelles sont les technologies qui sont capables de générer ce système à logique séquentielle en industrie? En industrie pure, c'est-à-dire dans tout ce qui est fabrication de voitures, dans le ferroviaire, dans l'agroalimentaire, là où on a des machines spécifiques, on va avoir des systèmes qui vont être appelés automates programmables industriels. La particularité de cette solution et de toutes les solutions qu'on verra par la suite, c'est qu'elle est fournie en microprocesseur, c'est-à-dire ce que vous avez également dans les ordinateurs, qui est capable de traiter des données d'entrée et de générer des données de sortie. Donc ce dispositif, l'automate programmable industriel, également appelé API, alors il faut faire attention, ce sigle est utilisé dans des domaines différents, même en informatique. Là, je parle bien API, automate programmable industriel. Donc ce dispositif programmable est destiné à automatiser des processus tels que la commande de machines au sein d'une usine et de piloter des robots industriels. Et de la même manière qu'on va retrouver dans les ordinateurs, il est possible de les mettre en réseau et d'avoir une image de ce qui se passe sur des écrans en parallèle. Donc on récupère des données d'entrée, on pilote des moteurs en sortie, ou des LED, ou des lampes, tout ce qu'on peut imaginer comme sortie, et donc c'est ça qui fait le traitement. Il reçoit des données par les entrées, celles-ci sont ensuite traitées par un programme défini, le résultat est obtenu et est délivré à la sortie. Quels sont les avantages de ces solutions? C'est composé d'éléments très robustes et c'est ça qu'on attend dans l'industrie, c'est-à-dire que dès que vous faites de l'industrie automobile où vous avez une partie métallique, où vous avez des poussières de métal qui peuvent apparaître, c'est un environnement très agressif et en plus avec énormément de montée en chaleur, des contraintes particulières.
Et ces automates programmables ont été d'abord conçus pour résister à tout ça. Et ça a une très grande capacité d'exploitation, c'est-à-dire que ça peut aller relativement vite pour contacter, pour connecter des entrées en fonction des sorties, malgré des programmes qui, des fois, en fonction des machines, peuvent être très complexes. Les inconvénients, c'est que c'est beaucoup plus cher que les solutions classiques qu'on verra juste après. Et ça demande une mise en œuvre plus exigeante, puisque ce sont des automaticiens qui doivent être nécessairement sur place pour soit installer le système, soit le maintenir. Donc ça demande une spécificité de connaissance sur lequel on est nécessairement formé. Deuxième type de solution technique, les microcontrôleurs. Alors les microcontrôleurs, vous en avez sans doute déjà vu dans les labos de physique ou de sciences de l'ingénieur. L'avantage, donc, vous en avez plusieurs. Vous avez le microcontrôleur Atmel, donc c'est cette barrette-là, montée sur une carte de prototypage Arduino. Et puis vous avez d'autres technologies, il n'y a pas que l'Arduino, microcontrôleur PIC. Donc après, vous avez des composants qui sont tout petits. Alors déjà, c'est quoi la différence entre un microcontrôleur et un microprocesseur ? Un microprocesseur, c'est ça, c'est-à-dire uniquement la carte qui va faire le traitement. Le microcontrôleur, il a tout ce qu'il faut d'un ordinateur, pas forcément tout ce qu'on en attend comme entrée et sortie, mais en tout cas, il a les moyens de faire comme un ordinateur. Donc un microcontrôleur, c'est un circuit intégré qui rassemble les éléments essentiels d'un ordinateur: processeur, mémoire, unité périphérique et interface d'entrée-sortie. Donc, interfaçage possible. Après, c'est à nous de rajouter ou non les éléments d'interface. L'Arduino, notamment, vous avez un ensemble de broches ici qui vous permet de connecter aussi bien un écran que des boutons pour faire comme une souris ou un clavier. Après, forcément, vous remarquerez qu'on n'a pas énormément d'entrée-sortie sur ce type de carte-là. Donc, on ne peut pas faire toute la liberté d'un ordinateur. Ces cartes-là sont très très utilisées, même en industrie, pour le prototypage et le test, pour essayer de visualiser si la machine qu'on imagine fonctionnera dans le cas réel. Deuxième type d'utilisation, dans les systèmes électroniques embarqués, même ceux faits maison. Vous souhaitez piloter la gamelle du chat pour que le chat il ait à manger à heure régulière sans que vous ayez à vous en soucier, vous pouvez très bien piloter avec ce genre de système. Les avantages, ça a un haut degré d'intégration, c'est tout petit et l'Arduino Uno qui est ici présenté n'est pas la plus petite carte, vous en avez des encore plus petites. Ça a une faible consommation électrique, ça fonctionne avec une pile 9 volts, donc après il suffit juste, tout dépend ce qu'on met bien sûr derrière, si vous mettez des moteurs forcément ça va finir par consommer plus vite, mais si vous mettez des LED, si vous mettez des petites choses, ça a très peu de consommation électrique. Ce qui consomme finalement, ça reste bien les moteurs. Le plus souvent. Ça a un coût réduit. Il faut compter que ce genre de technologie, une carte comme ça, c'est une vingtaine d'euros. Donc au cas où il y a un souci, c'est facilement remplaçable. C'est donc du prototypage, c'est-à-dire qu'on peut vite décabler. Et puis on a également des facilités pour le connecter. Et donc également facilité de connexion avec des composants électroniques de base qu'on pourra acheter dans n'importe quel magasin. Alors faut surtout en général les magasins électroniques maintenant c'est plutôt par internet. On a assez peu de magasins fixes dans les villes, sauf grosses villes. Quelques inconvénients tout de même. On a une vitesse de fonctionnement très faible et un échantillonnage si on veut faire de la précision qui quand même reste très réduit. Donc on a des pertes de données. C'est suffisant pour faire tourner une petite voiture, c'est peut-être pas suffisant pour avoir quelque chose de précis quand on veut mesurer, notamment en physique. Limitation de la puissance, alors le risque ici, c'est que si on demande, par exemple, si on raccorde directement un moteur sur ce genre de carte Arduino, on a un très fort risque de entre guillemets, user une broche, c'est-à-dire que si vous avez l'intensité qui passe pour alimenter un moteur, l'intensité c'est un débit. Si vous passez dans un tout petit conduit, dans un tout petit tuyau, un très fort débit d'eau, le risque c'est que le tuyau explose. Et bien là c'est pareil pour une broche en électricité.
Taille de programme et quantité de mémoire réduite. Forcément, on n'a pas une machine de compète, mais bien suffisante pour faire des petits montages. Dernière solution technique, l'ordinateur. Donc je ne vais pas vous remettre une présentation de ce qu'est un ordinateur, je pense que tout le monde maintenant sait à quoi ça correspond. L'avantage, c'est que ça fait des traitements rapides avec potentiellement des logiciels spécifiques qui peuvent être très développés. Les récupérations des informations dans ces cas-là sont facilitées. Et on a une intégration dans un réseau local avec possibilité de visualiser tout ce qui se passe dans la chaîne de production au fur et à mesure, qui est grandement facilitée. Les inconvénients par contre, c'est que les équipements sont spécifiques. On va devoir rajouter des blocs propres à l'ordinateur pour que ça ait notamment les notions de sécurité propres à une machine industrielle. Ça reste fragile un ordinateur. En milieu industriel exigeant, en milieu où vous allez avoir des poussières de métal, les microprocesseurs de nos ordinateurs classiques ont besoin d'être renforcés pour ne pas avoir à souffrir de la chaleur. Donc en général, ce genre de système, on le retrouve plutôt dans des milieux plus privilégiés, comme des laboratoires, comme de l'agroalimentaire en chambre blanche, c'est-à-dire en chambre stérilisée. Voilà, dans des cas de figure où finalement on va y avoir une certaine climatisation, où la machine ne va pas trop subir de milieu extérieur. Et enfin, dernier problème, on a une forte sensibilité aux virus informatiques et au piratage. Alors, pour voir la logique séquentielle, on va donc rentrer dans le dernier type de diagramme d'état que nous verrons sur ces 2 ans, qui correspond au diagramme d'état 6ML. À quoi correspond ce diagramme d'état? Alors, petit exemple, et on va travailler sur cet exemple-là sur l'ensemble du cours, avec un lecteur MP3, très simple. Je ne vais pas m'intéresser au fait qu'on puisse avancer d'une chanson à l'autre, mais uniquement au démarrage, à la pause et au stop. Et un bouton on-off qui n'est ici pas vraiment visualisé. Donc, le diagramme d'état, voilà à quoi il ressemble. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des points. Alors, les points, il y en a 2 types. Le point rond en entier, c'est l'état initial. Le point rond entouré, c'est l'état final. On a un état. Les états, il y en a plusieurs. À chaque fois, c'est représenté par un carré. Des états simples et des états composés, c'est-à-dire que cet état composite, il comprend à l'intérieur de lui-même d'autres états. Les transitions, représentées par des flèches, et renseignées ou pas. Et enfin, des événements, justement, ce qui renseigne ces transitions. Vous remarquerez que toutes les transitions sont définies en anglais. Voilà, c'est la norme de représentation de ce type de diagramme. Je rappelle que le 6ML est donc un dérivé de l'UML qui correspond à donc la possibilité de convertir en diagramme l'idée qu'on va se faire d'un programme et plus exactement d'un algorithme. Donc le diagramme d'état est essentiellement un outil graphique permettant de modéliser le comportement séquentiel en termes de déroulement d'activité au fil du temps. Les états représentent toutes les valeurs que peuvent prendre au fil du temps les variables internes ou de sortie. On parle également de système à événements discrets. La notion d'événement intervenant dans ces systèmes correspond aux conditions de passage d'un état à un autre. Donc là, le when BP off, when BP on, when BP stop, when BP play. Au lieu d'écrire le when, on va également pouvoir trouver des conditions de type logique combinatoire. Bouton play égale 1, bouton stop égale 0, voire même bouton stop barre pour égale 0 et bouton play égale 1. Enfin, bouton play tout simple pour bouton play égale 1. Donc, je rappelle, composition, l'état initial, le rond plein, l'état final, le rond entouré. On va faire attention, autant l'état initial est toujours présent, autant l'état final ne l'est pas forcément. Il est possible de toujours reboucler sur un même état donné, qui est un état d'attente ou un état éteint. Les états sont représentés par des rectangles avec un titre et une description en général. La description renseigne l'activation des sorties ou des fonctions internes. Ces activations peuvent arriver à l'entrée de l'état
Dans ces cas-là, on va renseigner par un entry, au cours par un do et à la sortie par un end. Les états sont reliés par des flèches, renseignés par des transitions. On remarque que certaines flèches n'ont pas de transition renseignée. Dans ce cas, le passage est obligé. Dernier outil de la logique séquentielle, qui, par expérience, donne n'est pas si facile à prendre en main, donc je vais essayer de vous l'expliquer bien dans le détail en prenant beaucoup de diapositives. L'objectif est de montrer comment ça fonctionne. Donc, comme on l'a défini dans la logique combinatoire, on a défini ce qu'on appelait le chronogramme. C'est également un outil graphique qui représente l'évolution temporelle des différents états en fonction des événements. Voilà ce qu'on a à droite. On a donc, ici en bas, les événements. Bouton on, bouton off, bouton play, bouton stop. À chaque fois, sur ces lignes-là, on nous renseigne sur le fait que il y a eu un appui. Donc là, c'est mis sous la forme d'une impulsion. Il y a eu un appui sur tel ou tel bouton. Au niveau des états, éteint, allumé, attente, lecture, en pause, pour l'instant, on n'a pas renseigné ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va faire, en fonction de ces entrées-là et de notre diagramme, on va faire évoluer les différents états qu'on a ici, en passant de 0 à 1 ou de 1 à 0. Donc, pour commencer, quand on a un diagramme, la première chose, on commence toujours au point d'entrée. Le point d'entrée, c'est donc le rond noir. À partir du moment où ce rond noir est enclenché, vu que sur la flèche, je n'ai pas de transition, je n'ai pas d'événement, la transition est automatique. Le point rouge se retrouve dans le passage éteint. Donc ça veut dire que on va commencer à éteint à 1, et c'est pour ça qu'il est renseigné ici. Pour que ça bouge, il va falloir changer la transition. Et si je regarde l'ensemble de mes états, de mes événements, le premier événement qui arrive, c'est le bouton on. Quand on va appuyer sur le bouton on, cela va changer l'état de ma machine. J'appuie sur le bouton on, ici. Qu'est-ce qui se passe? Éteint. La position éteint disparaît puisque celle-là est validée et je passe à l'état composite. Donc allumé va passer de 0 à 1. Quand l'état composite est allumé, ça veut dire que tous les points d'état initial intervenant dans l'état composite démarrent. Et puisque celui-ci est démarré et que cette flèche-là n'a pas de condition, ça veut dire que je vais pouvoir démarrer attente. Ce qui donne au final dans notre chronogramme, à la fin, ça. Donc on a le bouton rouge à quitter éteint. Donc éteint est passé de 1 à 0. Il est passé dans le bloc composite allumé. Et il est passé dans le bloc attente. Lecture et pause n'ont pas été enclenchés puisque pour y aller, il faut que j'ai l'une ou l'autre de ces conditions. Cet état de la machine est valable jusqu'au prochain événement. Le prochain événement, c'est le bouton play. Qu'est-ce qui se passe? On est donc dans attente. On est dans attente, on est dans allumé. Le bouton play s'enclenche. Dans ces cas-là, le bouton rouge va pouvoir passer par ce chemin-là et se retrouver dans lecture. Ce qui donne au niveau du diagramme, on a quitté l'état d'attente, on est toujours dans l'état composite allumé, on a quitté l'état d'attente et on est passé à l'état 1 dans lecture à partir de cet événement-là. Et c'est valable jusqu'au prochain événement. Prochain événement, le play est désenclenché. Le prochain événement, c'est le stop. Donc, ici, c'est ce chemin-là. Alors, vous remarquerez qu'il y a plein de chemins qui partent de lecture. Vous avez celui-là. Vous avez celui-là. Là, quand vous êtes dans lecture, le premier chemin
Le premier événement conditionne le chemin qui va être pris. Là, le premier événement qui arrive, ça va être stop. Donc c'est celui-là qui va faire le passage. Donc ici, stop est enclenché. Je suis pour l'instant en lecture. Ça veut dire que je vais quitter lecture pour aller dans attente. Et le chronogramme va donc devenir, à partir du moment où j'ai fait stop jusqu'au prochain événement, je suis repassé dans attente et j'ai quitté la lecture. Donc, on va continuer au fur et à mesure, même si, du coup, au vu des événements, on va avoir pas mal d'étapes à faire. Prochaine étape, je suis dans attente. Je suis dans attente. Prochain événement, play. Donc, je repasse en lecture. Je repasse en lecture. J'ai quitté attente jusqu'au prochain événement. Ce prochain événement, c'est à nouveau play. Play, vous en avez deux, donc il faut bien suivre le sens des flèches. Ici, je passe dans ce chemin-là. J'étais à lecture. Je passe donc dans pause. Donc ici, j'étais à lecture. J'ai réappuyé sur play. Je passe donc en pause. Jusqu'au prochain événement. À nouveau play. Donc là, mon démarrage est ici. De pause, je vais à lecture. De pause, je vais à lecture. Vous remarquerez que tous les autres états qui sont au-dessus, je n'y touche pas, puisque ma machine est bien toujours allumée et que je ne rentre jamais dans l'état attente. Prochain événement, à nouveau play. Donc je suis ici, je vais à nouveau faire play. Ici, donc finalement je fais un tour. Je retombe à pause. Ici, donc je redescends à lecture, je remonte à pause. Et là, on a remarqué que le prochain événement, c'était stop. Alors, vous remarquerez, c'est une erreur d'écriture qu'il y a deux when BP égale stop. C'est une erreur d'écriture, mais le fait de le répéter deux fois, c'est comme en combinatoire quand on disait qu'on pouvait répéter autant de fois la sortie, ça fonctionne tout à fait bien. C'est pas parce qu'on met deux fois la même condition que ça ne marche pas. C'est comme si on ne mettait qu'une fois. Donc ici, on va démarrer un stop. On va se retrouver en attente. Donc on quitte la pause. On quitte la pause et on se retrouve en attente. Dernier élément, dernier événement, bouton off. Donc on est en attente. On est dans l'état composite. On appuie sur le bouton off. Qu'est-ce qui se passe ? On quitte l'état allumé, donc on fait disparaître les deux états en rouge pour passer dans l'état éteint. Une fois qu'on est éteint, la condition, ici je n'ai pas d'événement sur ma transition, donc je me retrouve directement à l'état final. Voilà, on a tracé donc tout le chronogramme. Ici, on se retrouve avec un fichier éteint, donc contrairement pas allumé, et on n'est plus en attente et ni en lecture ni en pause. Voilà à quoi correspond le chronogramme, c'est-à-dire c'est l'évolution des sorties en fonction de l'état des entrées. Ça demande quoi le chronogramme pour le faire? Ça demande finalement beaucoup de méthode et de rigueur. C'est comme un jeu de labyrinthe. Vous avez un certain nombre d'événements, vous avez un certain nombre de sorties, il n'y a plus qu'à trouver le chemin. À partir d'un état donné, il faut bien retenir que le premier événement qui intervient, c'est lui qui gagne. Il n'y a pas de oui, mais il arrive ça après. Non, vous regardez à l'instant T, si j'ai cet événement-là et que je suis dans cet état-là, ça passe automatiquement. L'absence d'événements spécifiques, les flèches vides, génèrent le passage automatique d'un état à l'autre. Voilà, donc c'est l'outil principal qu'on va retrouver, le diagramme d'état d'un côté et le chronogramme de l'autre. Voilà, j'espère que vous avez compris toutes les notions. Je reste à votre disposition si vous avez différentes questions. Et puis, on se retrouve pour faire quelques applications par la suite.